Alors, nous enchaînons avec une présentation à deux sur l'encadrement ministériel de l'éthique de la recherche. Quel est le bilan? Quelles sont les perspectives? Et cette présentation sera faite par deux collaborateurs, deux collègues de Mme Boily, M. Patrick Bédard. Alors, je les invite à s'approcher, M. Bédard et Mme Keating. Alors, voilà, je vous invite à monter sur l'estrade. Vous allez parler tour à tour ou ensemble de cette tour à tour, parfait. Alors, Monsieur Bédard, je vous présente, vous êtes gestionnaire d'expérience depuis 2018 au ministère de la Santé et des Services sociaux et depuis 2019, on vous l'a dit, c'est tout récent, directeur de la recherche. De 2009 à 2018, vous avez été membre du comité d'éthique de la recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, entre autres fonctions. Alors, bonjour à vous. Madame Keating, conseillère en éthique au ministère de la de la Santé et des Services sociaux depuis 1 an maintenant. Vous avez travaillé également au CIUS de Chaudière-Appalaches comme coordonnatrice du comité d'éthique de la recherche. Et voilà, et je vous rappelle que les notes biographiques plus détaillées de tous les conférenciers sont accessibles au site web des journées d'études. Alors voilà, je vous invite à faire votre présentation au lutrin ou à la table, comme vous le voulez. Bonjour tout le monde, le son est bon, je crois. Comme Mme Boily vous en a parlé dans les dernières minutes, moi je suis le gestionnaire de la direction de la qualité des données, de la recherche et de la coordination interne. C'est mon équipe, comme il a été présenté tout à l'heure. Je voudrais aussi prendre juste 30 secondes pour souligner le très, très grand apport de mes collègues de chez Geneviève Landry à la participation, à la préparation de la journée. Donc, Marie-Pierre en arrière, avec, il y a Hugues aussi, Steve, Claudine, je crois que j'en oublie pas. Si j'en oublie, je m'en excuse. Mais ces personnes-là ont travaillé très, très fort depuis plusieurs mois à la préparation de cette journée. Je trouve que c'est important de le mentionner parce que c'est comme un party de Noël, c'est une job ingrate qui nécessite beaucoup de travail pour quelque chose qui passe quand même assez rapidement. Donc, merci beaucoup. Sur ce, j'enchaîne directement la présentation. C'est une présentation conjointe avec ma collègue Jenny qui était dans l'équipe de l'éthique avant ma prise en charge du secteur de l'éthique. Donc, Mme Jenny va pouvoir donner un petit peu plus de détails sur certains éléments. Pour ma part, je tiens tout d'abord à vous dire qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt autant pour moi que pour Jenny. Ensuite, je vous fais un bref plan de la présentation pour aujourd'hui. Jenny va vous faire un bilan des années 2018-2019, notamment par rapport au nouveau cadre de référence en recherche et d'autres chantiers en cours. Aussi, on va aborder les perspectives pour l'année à venir et à la fin, comme pour les autres présentations dans le courant des 2 journées, il y aura une période d'échange et de questions. Donc, je laisse la parole à Jenny. Alors, le cadre de référence pour la recherche. Comme vous êtes probablement tout le monde au courant, le document qui encadrait depuis 1998 l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique, c'était le plan d'action ministériel en éthique de la recherche et intégrité scientifique, le PAM, qui a ensuite été bonifié par plusieurs notes de clarification et les mesures correctives. Et en fait, depuis 2007 déjà, il y avait des travaux en cours pour une nouvelle édition du PAM. Et en 2014, finalement, il y avait déjà un document de consultation qui était disponible, mais qui a malheureusement dû être retenu en dernière minute en raison du dépôt imminent du projet de loi 10, qui finalement a occupé le réseau et laissait finalement plus de place pour un nouveau PAM. Ainsi, on a repris les travaux en 2017, et finalement qui ont abouti à un document de consultation cet été, comme vous le savez. Les orientations, vraiment en bref, comme déjà dit, le document remplacera le PAM et aussi les documents interprétatifs, c'est-à-dire les mesures correctives et les notes de clarification. Mais il n'y aura pas vraiment de changement de paradigme. Il s'agit principalement d'une clarification, d'une simplification et d'une mise à jour par rapport aux normes sur lesquelles se base en fait le document, qui ont quand même considérablement évolué depuis 20 ans. Et en fait, le public cible de ce nouveau cadre de référence seront finalement les établissements du réseau seulement, contrairement au PAM qui avait comme une portée un peu plus large. Oui, cet été, nous avons finalement mené des consultations
Et nous avons reçu des commentaires de 4 directions générales du ministère, de 23 établissements du réseau et du FRQS. Alors, un gros merci à tous et toutes qui ont participé à cette consultation. C'était vraiment très, très apprécié. On était à peu près inondés de commentaires. Et ça nous a vraiment permis de bonifier le document. Alors, je pourrais peut-être dire qu'on a comme inclut la sagesse collective du réseau pour vraiment arriver avec un document le plus complet possible à la fin. Les commentaires, c'était d'un ordre assez variable. J'ai essayé de classer ça en 4 catégories, là, mais ça rend peut-être pas justice à tout le monde. Il y avait vraiment beaucoup de commentaires qui étaient dans l'ordre de demande de précision. Et là, je vais probablement créer de la déception parce qu'en fait, on en a très peu tenu compte dans la version finale. Pour la simple raison que ce cadre de référence se veut vraiment un document qui exprime les normes de base. Et par la suite, finalement, ça va être la tâche des établissements d'établir finalement les modalités organisationnelles pour leur mise en œuvre. Aussi, ce qu'il faut souligner, ce n'était pas notre objectif finalement de faire un cadre de référence qui prend l'ensemble des normes éthiques disponibles sur lesquelles se base finalement le travail en éthique de la recherche au Québec. Parce que en fait, les autres normes qui ne sont pas dans la juridiction du ministère vont encore évoluer au cours des prochaines années. On voulait éviter finalement de se retrouver avec un document qui sera déjà à mettre à jour à des horizons à très court terme. Comme ça, on s'est préoccupé de mettre des références lorsqu'on se base directement sur des normes quand on les cite dans le texte, mais pour le reste, je sais, c'est pas toujours évident, mais il faut malheureusement quand même faire le travail finalement de s'orienter vers la source de l'information. Par contre, on a essayé de vous écouter quand même, qu'il y a comme un besoin d'avoir finalement plus de précision et plus d'informations que juste un cadre un peu nu. Et comme ça, on propose en fait de développer un outil supplémentaire en ligne, probablement, du style FAQ, qui pourrait être évolutif dans le temps, dans lequel on pourrait tout d'abord intégrer un peu les demandes, les commentaires qu'on a reçus jusqu'à présent dans le cadre de la consultation, mais qui pourraient être bonifiés au fur et à mesure où il y a des questions d'ordre d'intérêt plus général qui se posent finalement de votre côté ou aussi du nôtre. Là, je vais faire un bref survol sur les modifications. Étant donné que le temps de la présentation est quand même limité, c'est sûr que je ne peux pas entrer dans les détails et vraiment m'éterniser avec des explications. Alors, je vais en parler brièvement. On pourrait voir par la suite s'il y a comme un intérêt pour approfondir finalement les informations sur ce sujet-là, ou finalement après la publication du cadre comme tel, si vous avez l'impression qu'il y avait des commentaires où vous ne comprenez pas pourquoi ils n'ont pas été considérés, il y a toujours aussi une possibilité finalement de nous contacter et ça nous ferait plaisir de discuter ça avec vous. Un petit rappel, finalement, comme déjà mentionné précédemment, les destinataires du cadre sont les établissements publics et privés du réseau, c'est-à-dire, au contrario, que les organismes externes du réseau sont exclus, sont pas visés par le cadre. Et ça concerne, par exemple, aussi les GMF privés là, qui font pas partie du réseau. En ce qui concerne la recherche visée, nous avons apporté une clarification que c'est vraiment la recherche réalisée dans le réseau qui sera visée et non seulement la recherche dans le domaine de la santé sociale. Parce qu'effectivement, vous avez raison, même d'autres types de projets pourraient potentiellement être réalisés dans vos établissements. Concernant la norme 1 sur les exigences à propos du cadre réglementaire de l'établissement, nous avons clarifié que le cadre réglementaire peut être composé de plusieurs documents administratifs
Et en ce qui concerne les banques de données, nous avons retiré l'énoncé de distinction avec l'utilisation secondaire des données. Parce que tout d'abord, c'était comme, à cette norme-là, ce n'était pas la place pour parler de cette distinction-là, parce qu'on parlait vraiment du cadre réglementaire. Et ensuite, comme vous l'avez peut-être pu constater hier lors de la discussion dans l'atelier, c'est vraiment un sujet qui est en évolution actuellement. Et ça, c'était comme pas possible de trouver une définition distinctive qui pourrait comme finalement, qui pourrait rester stable dans le temps finalement, considérant les informations actuellement disponibles. Concernant la norme sur le triple examen, nous avons clarifié qu'il était possible de mandater le comité d'éthique pour assumer les responsabilités de l'évaluation scientifique, ce qui est déjà le cas actuellement. Pour les organismes de pairs reconnus, beaucoup de monde demandait en fait peut-être une liste plus exhaustive. Quels seront ces organismes-là? On va travailler sur ça. Probablement fournir quelque chose dans le cadre de l'outil FAQ. Nous avons retiré l'option de la reconnaissance de l'évaluation scientifique réalisée par le directeur de recherche dans le cadre d'un projet étudiant pour garder cette option un peu plus générale. Et par contre, nous avons maintenu finalement, en fait, nous avons gardé finalement l'option finalement que le ministère peut avoir accès aux données à propos des délais de traitement. Mais j'aimerais vous rassurer à ce sujet-là. On ne va pas recommencer avec une cueillette à la mitaine comme ça a été fait en 2015. Ça, en fait, on a juste inclus ça, si finalement se réalise finalement une solution provinciale pour une plateforme informatique pour le traitement des projets de recherche ou un équivalent qui permettrait en fait un accès automatisé ou semi-automatisé à ces données-là. Et je peux vous assurer que vous serez toujours informé à quelles données on aura accès. Là, on ne va faire rien à votre insu. À propos de la norme 3 qui concerne l'autorisation par l'établissement, nous avons clarifié en fait que c'est en fait l'étape de la validation de la faisabilité qui ne nécessite pas une autorisation par l'établissement et non pas l'étape de la présélection. Vous avez tout à fait eu raison. Ça, c'est une étape intégrale du projet de recherche qui devrait être approuvée par le comité d'éthique et autorisée par l'établissement. Par contre, nous avons retiré la possibilité de la référence d'un usager à un autre établissement public sans l'autorisation par l'établissement, parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui était très difficile à saisir, où sera une limite raisonnable et clairement identifiée pour tout le monde. Nous avons aussi apporté des clarifications à propos de la définition de l'entente de service. Et on va probablement encore continuer à travailler sur ça dans le document FAQ. Et nous avons également clarifié concernant le registre des ententes qu'il va être seulement requis pour les ententes pour obtenir un service selon la définition dans les circulaires. Alors, ce n'est pas un registre qui devrait contenir l'ensemble des ententes qu'un établissement pourrait conclure dans le cadre de projets de recherche. Alors, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là, j'espère. Les responsabilités du conseil d'administration auprès des CER. Nous avons apporté des clarifications à propos du budget du comité d'éthique de la recherche. Et nous avons aussi apporté quelques clarifications concernant les exigences à propos de l'indépendance du CER, du personnel de soutien. Il semble que c'était perçu comme très, très strict. Et c'était en fait juste, l'objectif était juste de sensibiliser en fait les établissements à cette indépendance décisionnelle du CER qui devait être préservée au sein de l'établissement. Pour les règles de fonctionnement du CER qui sont traitées dans la norme 5, il était clarifié en fait qu'est-ce qui relève finalement de la compétence du CER et que finalement les activités qui sont finalement juste faites dans le cadre d'un contrat de service, ça ne font pas partie d'une exigence d'évaluation éthique par le CER de l'établissement.
nous avons apporté un assouplissement, ça aussi à la suite de vos commentaires, concernant l'exigence de l'approbation éthique des projets de recherche qui découlent d'une banque qui a été évaluée par le CA de l'établissement. Parce qu'effectivement, selon les circonstances, ça pourrait être beaucoup trop strict. Ça c'est quelque chose qui devrait être finalement plutôt clarifié dans le cadre de gestion de la banque que par une règle si stricte. En ce qui concerne la norme 6, ça a créé beaucoup de... Les formulations qu'on a utilisées initialement ont créé beaucoup de confusion. Et comme ça, on a juste réécrit le texte un peu pour clarifier, en fait, que les privilèges de recherche concernent les membres du CMDP, c'est-à-dire des médecins, des dentistes et des pharmaciens, parce que ça, c'est quelque chose qui est déjà réglé par la L4S. Et ainsi, c'est en fait la loi qui exige finalement un octroi par le conseil d'administration de l'établissement. Et toute autre personne pourrait ainsi obtenir un statut de chercheur dans l'établissement. Et ça, c'est une procédure que chaque établissement est tout à fait libre à définir lui-même. Concernant les compétences appropriées, on comprend très bien votre besoin ou votre intérêt, en fait, d'arriver à une harmonisation et un nivellement, finalement, des exigences à ce propos-là. C'était probablement pas la place dans le cadre lui-même d'apporter une liste exhaustive à ce sujet-là, mais on va travailler là-dessus pour fournir quelque chose encore dans notre outil FAQ. Nous avons également clarifié dans ce contexte-là que l'établissement devrait en fait reconnaître des statuts qui ont déjà été octroyés par un autre établissement du R3, du réseau, par une université ou un collège, pour éviter en fait un dédoublement des procédures et des délais. Concernant la liste des participants, nous avons finalement retiré l'option du répertoire centralisé, qui est plus approprié dans le contexte et qui était difficile vraiment à tenir à jour, et pour vraiment juste avoir l'option finalement de la liste tenue par le chercheur lui-même. Nous avons cependant maintenu l'obligation de l'établissement de préparer en fait une liste, même pour les projets de recherche à risque minimal, même si il y avait beaucoup de commentaires à propos d'un potentiel ratio défavorable pour les risques et bénéfices. Mais dans le cadre de la liste des participants, il s'agit vraiment d'une exigence, d'une bonne pratique qui est exigée déjà par les universités, dont on pouvait difficilement soustraire. Nous avons également maintenu finalement la limite de la durée de conservation à 12 mois, tout en spécifiant que ça ne mettait pas du tout en cause des durées de conservation plus longues exigées finalement par un autre règlement, comme par exemple dans le cadre des essais cliniques. En ce qui concerne la conduite responsable, à la demande du FAQS, nous avons clarifié beaucoup l'importance de la confidentialité des examens d'allégation. Et ainsi, tu as vraiment le désir de limiter le transfert des informations au conseil d'administration, au CR ou à la personne formellement mandatée. Et nous avons également maintenu finalement la division des responsabilités entre la personne chargée de la conduite responsable et le CER pour finalement répondre à l'esprit de la politique du FRQS. Et pour l'annexe 1, qui était fait un tableau distinctif entre la recherche et d'autres types d'activités pour illustrer un peu finalement quelle était la visée du cadre, nous avons finalement décidé de retirer ce tableau du document principal pour finalement le transférer dans le document FAQ, ce qui permet finalement un peu plus de flexibilité aussi pour une mise à jour, parce que ça, c'est finalement aussi un domaine qui va probablement encore évoluer dans les prochaines années, probablement plus vite que notre cadre de référence. Qu'est-ce qui reste à venir? Oui, je suis vraiment désolée. Initialement, on avait comme prévu de pouvoir
publier le cadre aujourd'hui à l'occasion des journées d'études. Mais malheureusement, les étapes internes au ministère se sont avérées un peu plus longues qu'initialement prévues. Alors, on n'a pas encore entièrement terminé, mais je suis très, très confiante qu'on va pouvoir le publier d'ici Noël. Alors, on va vous assurément informer de tout développement à ce sujet. Alors, ça concerne finalement le cadre de référence. Un autre sujet, c'est finalement les clauses légales, la version 2.0, je dirais. Vous vous souvenez probablement encore, en 2016, a été publiée une première version qui a été élaborée par un groupe de travail composé d'experts du FRQS et du ministère et qui était par la suite appliquée sur une base volontaire par les comités d'éthique de la recherche du réseau. En 2018, finalement, s'est présentée la nécessité d'une mise à jour. Un peu plus, finalement, ça venait un peu urgent à la suite de la mise en vigueur du règlement général sur la protection des données de l'Union européenne, qui nécessitait finalement d'informer les participants de leurs droits supplémentaires. Et il y avait aussi certaines formulations qui étaient très souvent litigieuses dans les négociations avec les compagnies pharmaceutiques. Ainsi, c'était Catalyst qui avait pris l'initiative, en fait, de travailler là-dessus, parce que ça s'intégrait finalement bien dans leur objectif, finalement, d'accélérer finalement l'autorisation des essais cliniques au Québec. Parce que l'étape de l'approbation du formulaire de consentement était quand même considérée comme une étape charnière, en fait, en ce qui concerne les délais. Ainsi, il y avait d'abord, ce sont finalement d'abord les CR, membres de Catalyst, qui ont élaboré une première proposition en collaboration déjà avec certaines compagnies pharmaceutiques aussi. Et cette proposition a été discutée finalement avec le FRQS et le ministère. Et par la suite, cette proposition a été envoyée aux compagnies pharmaceutiques. Parce que l'objectif était vraiment d'augmenter l'acceptabilité de la version finale pour finalement éviter qu'il y aurait de nouveau finalement beaucoup d'allers-retours dans les négociations pour ces formulations-là. Et actuellement, on est en train de finaliser la rédaction de la version finale du document. Ce qui concerne les modifications, c'est assez peu, à mon avis. En fait, il a été retenu que finalement, l'applicabilité sera élargie à l'ensemble des essais cliniques, mais il y aura comme certaines adaptations à faire finalement pour les mineurs et les majeurs inaptes. Il y a aussi une harmonisation de la terminologie pour rendre finalement la compréhension et la lecture du document plus simple. Pour la confidentialité, comme juste une petite réorganisation de 3 paragraphes, mais qui n'a rien changé vraiment pour le contenu, mais pour rendre ça aussi, à mon avis, principalement plus clair dans la compréhension. Ce qui a été complété, c'était finalement la clause sur le respect des règles de confidentialité en vigueur au Québec et au Canada, avec le mot équivalent qui était comme souvent exigé par certaines compagnies pharmaceutiques dans ce contexte-là et qui était tout à fait acceptable dans le contexte législatif québécois. En fait, concernant la section de participation volontaire et droit de retrait, il y a un paragraphe optionnel qui a été ajouté sur le droit de moduler le retrait à l'étude. Aussi à la demande en fait, de compagnies pharmaceutiques qui essayent de quand même obtenir encore des informations sur les participants, même si ces derniers ne sont plus intéressés finalement de continuer à prendre la médication. Là, on a essayé de trouver finalement la formulation la plus synthétique et la plus claire possible à ce sujet-là. Et finalement, bien sûr, il y avait comme une mise à jour des références et de l'annexe explicative par la suite. En ce qui concerne finalement les exigences à la suite du RGPD,
Celles-ci ont été déplacées dans une annexe au formulaire pour expliquer les droits supplémentaires que les participants auront à cause de ce règlement. Alors, on voulait éviter la confusion. Comme ça, on a finalement écarté l'idée d'ajouter ça directement dans le formulaire principal pour éviter finalement que ces règles-là se retrouvent finalement dans un formulaire où ils ne sont pas applicables. Et j'aimerais souligner dans ce contexte-là que cette annexe-là est seulement à utiliser finalement lorsque la compagnie a un siège social qui est situé en Europe pour devoir appliquer finalement le RGPD. Et on a limité le texte à une page recto. Les étapes à venir, alors ce n'est pas encore terminé. La version finale sera transmise aux compagnies pharmaceutiques. Catalyst va prendre en charge une traduction en anglais pour éviter aussi cette retraduction qui prend finalement beaucoup de temps dans les négociations. La version française sera approuvée au ministère et ensuite diffusée à vous tous. Et on voulait profiter finalement des journées de mise en commun et de discussion entre les CER qui aura lieu en janvier prochain pour finalement présenter plus en détail le document et discuter finalement avec vous sur des questions et des commentaires. Et en fait, avant la révision, déjà, c'est beaucoup discuté de l'utilité finalement de rendre ces clauses obligatoires. Finalement, on a décidé de ne pas le faire pour le moment, parce que ça enlève finalement aussi la flexibilité lorsqu'elle est vraiment justifiée. Mais on fait un appel finalement à vous tous de les appliquer vraiment inchangés dans la version intégrale pour tout essai clinique. Et pour vous faciliter la tâche, il y aura des outils qui seront développés, entre autres un modèle de lettres qui pourrait être envoyé aux compagnies pharmaceutiques pour expliquer le contexte et faciliter en fait l'acceptabilité de leur côté. Ça, c'était ça sur les clauses légales. Un autre sujet qui nous a occupés et qui en fait qui découle un peu des clauses légales parce que la question s'est posée dans ce contexte-là, c'est l'accès au DSQ à des fins de recherche. Alors, ce qui était assez clair, c'était la régulation de l'accès sans consentement, parce qu'en fait, les articles 106 à 108 de la loi concernant le partage de certains renseignements de santé, la LPCRS, alors c'est en fait la loi sur le DSQ, ces trois articles-là ne sont pas en vigueur actuellement. Alors, et ça implique finalement qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir accès sans le consentement des usagers ou des personnes concernées, même pas avec une autorisation de la Commission de l'accès à l'information. Ce qui était finalement un peu plus controversé, c'était l'accès avec le consentement. Et pour cette raison, en fait, on a fait une validation avec nos juristes au ministère pour clarifier la situation. Et malheureusement, la loi prescrit assez clairement que l'accès au DSQ est limité aux intervenants autorisés et à des fins de prestation de services. Et ainsi, il n'est pas possible d'autoriser l'accès par le consentement de l'usager. Alors, pour ceux qui ont participé à l'atelier de Naomi Ayotte hier, il y a peut-être un parallèle à faire avec ce qu'elle a expliqué hier dans son atelier. Alors, pour cette raison, finalement, parce que c'était comme un sujet qui était comme assez peu clair, je dirais. Et M. Lafleur va finalement faire une communication par écrit pour clarifier la situation et demander en fait au CR d'être vigilant à ce sujet lors de l'évaluation des projets de recherche. Ça crée probablement beaucoup de déception de votre côté, mais je peux peut-être vous annoncer quand même une bonne nouvelle, qu'il y a des démarches qui sont en cours pour activer les fameux articles de la loi pour l'accès au DSQ sans le consentement de l'usager.
c'est sûr, des modifications législatives prennent leur temps et ainsi, ça ne va pas être prêt pour demain, mais soyez assurés que les démarches ont débuté. Et comme vous l'avez entendu hier, qu'il y a comme une réflexion plus intégrale qui est en cours sur les changements législatifs nécessaires pour l'accès aux données. Et ça inclut évidemment aussi le DSQ. Pour Nagano, je laisse la parole à Patrick. Donc, je vous parle de Nagano. C'est un sujet qui va intéresser la plupart d'entre vous et sans doute votre entourage professionnel également. Donc, oui, parfait. Super, merci. Donc, bon, Nagano, je pense que ça n'a pas nécessairement besoin de présentation pour la plupart d'entre vous. C'est une plateforme largement utilisée en recherche. Le financement du déploiement de Nagano s'est fait via la Stratégie québécoise des sciences de la vie, avec un financement de l'ordre de 600 000 $ pour les 24 établissements membres de la TNDR. Donc, on parlait essentiellement des modules éthique et convenance. La prochaine diapositive est très intéressante. Là, vous montre un peu un état de situation par rapport au déploiement dans le réseau de Nagano. Donc, comme on peut le voir, là, la plupart des... en fait, je vais le traiter autrement. Il y a 12 établissements qui ont 2 modules d'implantés et ces 12 établissements-là couvrent 83 % des projets de recherche dans le réseau. Ensuite, on a 6 établissements qui ont un module de déployé et ces établissements-là couvrent 9 % des projets de recherche dans le réseau. Et bon, la suite est marginale. On peut voir qu'avec les 2 premières catégories, on a quand même 92 % des projets de recherche du réseau qui sont couverts à cet effet-là. Il y a 6 établissements qui ont des démarches en cours et 10 établissements avec un faible volume de recherche qui, si je ne m'abuse, n'ont pas déployé Nagano. Donc, les enjeux à considérer autant pour le réseau que pour le ministère, ce sont les suivants. Donc, on parle d'un niveau de déploiement de Nagano très variable. Là, on l'a vu à la diapositive qui précède. Là, plusieurs établissements ont 2 modules, certains ont un module, d'autres ont des démarches en cours, donc ce n'est pas tout le monde qui est au même niveau. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins non plus. Les réalités de chaque établissement sont très variables. Ensuite, on parle d'une absence de formulaire et de procédures harmonisées dans Nagano, ce qui peut poser problème dans le cas de multicentrique. Et finalement, on parle d'une fin de financement en mars 2020. Pour ce qui est du ministère maintenant, un enjeu, c'est la plateforme de reddition de compte des CER. Le contenu et le contenant est à mettre à jour, ce qui est quand même quelque chose qu'on doit toujours garder en tête au niveau du ministère pour la reddition de compte qu'on désire obtenir. Ensuite, il y a un besoin de facteurs de performance par rapport... Je vais le dire dans mes mots, là, ça va être plus précis. Comme vous le savez, il y a plusieurs étapes avec des validations. Ce qu'on aimerait avoir, c'est des indicateurs qui nous montrent où le temps est le plus grugé par les étapes, donc de façon à améliorer les choses. Et finalement, on parle d'une absence de Nagano dans les 10 établissements. La dernière diapositive en faisait état, 10 établissements non membres de la TNDR. Bon, la prochaine diapositive nous parle de la solution proposée. Bon, évidemment, on sait que Nagano est largement déployé, mais nous, au ministère, on traite quand même le dossier comme, le titre du dossier, c'est plus solution provinciale que Nagano, parce que si on veut aller de l'avant là-dedans, il faut passer par tout un processus, et tout le processus ne doit pas être biaisé, comme si finalement notre idée était faite, il fallait absolument que ce soit un Nagano qui soit choisi. Il faut qu'on y aille de façon plus impartiale. Donc c'est pour ça que le terme solution provinciale est plus utilisé dans le cadre de ce dossier. Donc, bon, on parle ici d'un projet provincial de plateforme informatique unifiée pour la gestion des recherches. C'est financé par le ministère et on y va en co-gestion avec le réseau pour que les préoccupations de chacun soient tenues en compte et non pas que ce soit uniquement le ministère qui aille dans sa direction sans consulter les établissements ou que le ministère consulte uniquement certains établissements qui pourraient biaiser la vision du ministère par rapport à
certains établissements qui ont une réalité vraiment très, très particulière qui n'est pas partagée par les autres établissements. Les étapes franchies jusqu'à maintenant, ça c'est vraiment c'est la technicalité interne au ministère, mais ça va vous aider à voir un peu où on est rendu. Donc, on a rédigé un énoncé de besoins informatiques. Ça, c'est un prérequis. Toutes les étapes qui sont là sont des prérequis. Il n'y a rien qui est superflu. Ensuite, il y a eu des approbations par les autorités. Ensuite, il y a eu une rédaction de dossiers d'opportunité. Et la dernière étape qui a été réalisée, c'est un sondage. C'est ce que je vais vous présenter dans les prochaines diapositives. Donc, on parle d'un sondage auprès du réseau par rapport à la solution proposée afin de, comme je l'ai dit tantôt, d'y aller avec une co-gestion. Donc, de tenir compte des préoccupations de chacun pour ne pas faire fausse route dans une direction qu'on considérait qui est... dans le fond, finalement, ça serait faire des... Ça va? Oui, ça va? OK. Donc, de faire des propositions en votre nom sans vous avoir consulté au préalable. Donc voilà le sondage maintenant, les faits saillants du sondage. Là, j'ai les grandes lignes. Si jamais vous voulez aller un peu plus dans le détail, j'ai un peu plus de détails. On pourra peut-être y revenir dans la période de questions, là, si jamais le besoin se fait sentir. Donc, les faits saillants du sondage, il y a eu un questionnaire qui a été envoyé aux 24 établissements membres de la Table nationale des directeurs de recherche. Le questionnaire a été anonyme. On a utilisé l'outil Simple sondage. Ça a été adressé aux chargés de projet Nagano des établissements et la période de sondage s'est faite du 1er août au 6 septembre dernier, donc c'est quand même tout récent. Le taux de participation a été de 96 %, ce qui est excellent. 23 établissements sur 24 ont participé. Le résumé des résultats, c'est quand même assez bref, donc comme je vous disais, là, il y aura possibilité d'aller un peu plus en profondeur ultérieurement. Donc, la grande majorité des établissements sont favorables à une solution provinciale. Il y a une tendance commune, mais OK, je n'ai pas pesé, excusez. Donc, il y a une tendance commune, mais il n'y a pas de consensus à propos des éléments à inclure dans la plateforme provinciale. L'échéancier est considéré comme étant acceptable, mais certaines étapes sont perçues comme étant trop longues. Bon, vous comprendrez que c'est pas par caprice de notre part, c'est parce qu'il y a des impératifs légaux, réglementaires qu'on n'a pas le choix d'appliquer. Et il y a une prédominance de réserve à propos d'un appel d'offres, mais par contre, il y a peu d'arguments qui sont recevables pour l'éviter. Quand je dis recevable, c'est qu'on n'a pas le choix de faire avec les lois et les règlements en place. OK, bon. Donc, maintenant, les étapes à venir au ministère. Bon, comme je l'ai mentionné, les résultats du sondage sont quand même assez... c'est tout récent, là, ça date d'un mois et demi à peu près. Donc, on en a profité pour analyser les résultats à l'interne. On en a profité pour discuter avec certaines personnes via certaines initiatives aussi. On avait des rencontres au ministère là, cette semaine avec les personnes formellement mandatées. Donc, on veut avoir le son de cloche du réseau par rapport à ça. On est aussi à vérifier les possibilités de financement des plateformes déjà déployées dans le réseau après le 31 mars 2020. Tantôt, je faisais référence au financement. Et il y a des démarches qui sont en cours coordonnées par Catalyst. Je vois que Danica est avec nous. Donc, on parle ici de l'harmonisation des formulaires Nagano et du déploiement du module multicentrique phase 2. Aussi, on parle du rehaussement du rapport de performance institutionnelle de Nagano. Maintenant, je passerai la parole à Jenny pour la suite de la présentation. Alors, juste un bref mot sur notre site web. Au mois de mai, on a publié finalement une nouvelle version du site web qui était en fait avec l'intention en fait de faciliter la navigation et la recherche d'informations sur notre site web. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer en fait une autre nouveauté, mais en fait c'est le retour du répertoire informatique électronique que vous connaissez probablement encore, qui était déjà disponible avant 2015, et il sera de retour à partir de la semaine prochaine. Malheureusement, je n'ai pas encore la possibilité de vous l'afficher aujourd'hui, mais vous vous souvenez probablement encore du répertoire interactif qu'on avait utilisé à l'époque.
Et dans ce contexte-là, j'aimerais lancer un appel à vous tous. Lorsqu'il y a finalement des modifications qui se font au comité d'éthique de la recherche, de les inscrire tout de suite dans votre formulaire du rapport annuel, ce qui finalement permet de mettre automatiquement à jour les informations dans le répertoire. Et ainsi, c'est plus nécessaire de les envoyer finalement par courriel à nous. Un autre point que dont je voulais vous informer très brièvement sont les MON des CER. En fait, ça, c'est un autre projet qui a été coordonné par Catalyst. En fait, c'était principalement une adaptation des MON qui ont été développés par le réseau des réseaux, alors N2, pour finalement faire une adaptation au contexte québécois. Ils sont depuis, en fait, le 13 mai dernier, disponibles en français et en anglais sur le site web de Catalyst. Ils ont été déjà implantés par 3 CHU membres de Catalyst. Ce qui est finalement à venir, c'est finalement l'intégration d'une nouvelle version qui sera publiée très bientôt par N2. Et il y a encore des travaux en cours pour rédiger 4 nouveaux MON. Et en fait, de notre côté, finalement, notre contribution se limite finalement à une validation de la conformité parce qu'il y avait un intérêt finalement des CER de remplacer leurs règles de fonctionnement par les MON pour éviter un dédoublement. Et nous, on voulait s'assurer finalement que le contenu des MON répond finalement à nos exigences. Oups, je m'excuse, là ça a avancé trop vite. Dernier mot sur ce sujet-là. Justement, ça c'est comme la question finalement, de décider finalement entre une harmonisation ou un dédoublement des documents du cadre réglementaire et voir ce qui est finalement possible à ce sujet-là. Il y avait aussi la question finalement si c'est nécessaire de faire approuver les MON par le conseil d'administration de l'établissement à chaque fois. Pour ça, finalement, ce que je peux vous dire, c'est l'exigence ministérielle, c'est que c'est le conseil d'administration qui est comme responsable du cadre réglementaire en recherche. Mais ça relève finalement de l'établissement comment il applique ça finalement selon sa régie interne, tout en assurant finalement la responsabilité du conseil d'administration. On arrive à la fin de notre présentation, donc les perspectives pour l'année à venir, ce sera très bref, là. Donc les dossiers de la direction à propos de l'éthique de la recherche. On parle ici de poursuivre la publication du cadre de référence, le projet de solution provinciale dont j'ai abordé le sujet il y a quelques instants, et la version 2 des clauses légales. On vise aussi à entamer une révision de l'avis sur les conditions d'exercice des comités d'éthique de la recherche. On en arrive ici à la fin de la présentation, donc je laisserai la parole à Madame. Je vais vous répondre là.